L'angoisse du discours, c'est une angoisse au sujet de laquelle il existe pas mal de choses sur Internet et au sujet de laquelle on peut lire beaucoup de bêtises aussi, y compris sur des vidéos qui atteignent des milliers de vues, voire des millions de vues. Alors, l'angoisse du discours, c'est une angoisse extrêmement classique chez les stars et les politiques. C'est un peu la même que celle que l'on trouve chez les comédiens, chez les acteurs, qui montent sur la planche devant une salle pour une première, et ils sont donc particulièrement intimidés. Ça provoque du trac, normalement, mais parfois de l'angoisse, qui est bien davantage. C'est évidemment la même angoisse que l'on retrouve lors des entretiens d'embauche, lors d'un grand oral à l'ENA, etc. Donc c'est toujours l'idée qu'on va affronter un public, et donc on est intimidé. Donc nous l'appellerons angoisse du discours pour mieux être compris. Les professionnels appellent ça la glossophobie, ça fait toujours bien. Bon, glossa, c'est la langue en grec. Alors ça fait toujours bien d'utiliser des mots grecs. Ça me rappelle ce que disait le professeur Planté à ce sujet. C'est une manie qu'ont les médecins ou certains spécialistes qui évidemment veulent vendre quelque chose, et il y a de l'esbrouf, et donc on a un mot savant, et tout de suite ça fait un peu plus convaincant. En tout cas, on va utiliser un mot beaucoup plus simple qui s'appelle l'angoisse du discours, qui est un mot français et que tout le monde comprend. Alors de manière générale, vous trouvez des choses qui sont assez évidentes sur ce sujet. Tout le monde peut penser à la plupart des conseils que vous trouvez sur Internet. Mais on lit quand même quelques âneries telles que l'un des coachs en accompagnement ou en communication prétend que l'angoisse du discours, ça date d'il y a 20 ou 30 000 ans. Alors 20 ou 30 000 ans, c'est pas du tout pareil, il y a 10 000 ans d'écart, mais enfin bon, c'est 20 ou 30 000 ans. Et ça date de l'époque où, vous comprenez, chaque individu avait très peur de s'exprimer dans sa tribu, parce que s'il disait une bêtise, eh bien il risquait de se faire empaler et de mourir sur le champ. Alors ça, c'est assez typique d'une méconnaissance quasi totale de ce qu'était la haute antiquité, où l'on tuait beaucoup moins qu'on le pense, et où, comme le disait un anthropologue, les 10 commandements étaient plus sûrement et plus efficacement respectés qu'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a moins de nécessité à les respecter qu'autrefois. Donc parmi les 10 commandements, vous avez « tu ne tueras point ». Eh bien ça, c'est un héritage non seulement de la Bible, mais aussi de la haute antiquité, parce que la mort était une chose extrêmement grave dans les groupes où la survie était indispensable. Et donc il y avait des liens extrêmement forts, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Mais outre cela, prétendre que un individu aurait pu avoir eu maille à partir avec le groupe parce qu'il aurait fait un discours mal senti, eh bien c'est assez cocasse, parce que ça veut dire que cet individu, votre ancêtre donc, puisque ce coach en communication explique que c'est une angoisse répandue à la population, donc votre ancêtre était nécessairement celui qui n'était pas le chef apparemment, ni le mage, ni le sorcier, ni le seigneur qui revenait de sa chasse, ni le barde qui faisait un spectacle, proposait une œuvre, etc. Donc forcément, votre ancêtre, il faisait partie des prolétaires déjà à cette époque-là, pas de chance. Donc forcément, on a hérité de cette espèce d'angoisse il y a 20-30 000 ans. Et puis, autre cocasserie, évidemment, il me semble, moi, qu'il y a quand même eu bien d'autres occasions d'avoir très très peur du groupe. À la Libération, par exemple, on a pu exécuter entre 100 et 200 000 personnes, au moins 100 000, pour avoir eu des opinions divergentes, et puis à la Révolution française. Et il me semble que ces angoisses de groupe auraient dû, en principe, étouffer des angoisses qui remontent à 20-30 000 ans. Parce que 20-30 000 ans, c'est 800 générations, et que la Libération, c'est à peu près 3-4 générations, 2 ou 3 générations, et la Révolution française, c'est 9 générations. Et donc on peut imaginer quand même que plus c'est proche, plus ça a une efficacité, un impact. Donc c'est évidemment assez rigolo de voir que l'on prétend que l'angoisse remonterait à la nuit des temps comme ça. C'est assez cocasse. Enfin bref, faire remonter l'angoisse du discours
à des gènes préhistoriques, c'est quelque chose d'absolument ridicule. Et ça montre à quel point on méconnaît la question. On ne comprend pas d'où cela peut venir. On y attribue des peurs ancestrales qui sont finalement un bon aveu parce qu'on fait remonter à une époque pratiquement méconnue, à des limbes lointaines, des choses qui sont en fait extrêmement actuelles. L'angoisse du discours, elle a toujours existé. Il y a toujours eu un trac à parler. Quelle est la première chose à comprendre? C'est que l'angoisse, quelle qu'elle soit, mais spécialement celle du discours, tient au fait que la personne n'a pas appris à l'usage, par la pratique, les techniques qui lui permettent de la vaincre. Et cela s'apprend par une fréquentation répétée de situations qui permettent d'enseigner, d'imprégner la personne. Et donc de s'aguerrir, d'être plus fort par rapport à la situation donnée. Très simplement, vous savez conduire quand vous avez fait 400 heures dans une voiture au volant du véhicule. En revanche, vous avez une peur très très forte, éventuellement une angoisse d'aller à l'auto-école quand vous n'avez fait que 1 ou 2 heures. C'est tout à fait possible. Il est évident que cette angoisse va disparaître au fur et à mesure que vous allez pratiquer la conduite automobile. Et donc là, on a une piste absolument fantastique. Si vous pratiquez votre discours, si vous faites des discours régulièrement, eh bien vous n'avez plus peur. Vous comprenez bien que le journaliste de présentation du journal télévisé, au bout de 15 ans de télévision, il n'a plus le trac. Il aura peut-être peur d'un nouveau directeur de l'antenne ou d'un nouveau pouvoir politique qui surveille ce qu'il va dire, parce qu'évidemment il est très en vue, il a une responsabilité importante. Mais pour ce qui est d'avoir un trac par rapport à la caméra, il ne l'a plus. C'est évident. Ou alors, il y a chez ce monsieur, ou chez cette dame, un autre problème, qui est un problème sanitaire, un problème d'alimentation, de sommeil, il y a une anxiété par ailleurs. Et en tout cas, en principe, et dans la quasi-totalité des cas, le présentateur télé qui a fait des années et des années et des années de télévision, il n'a plus le trac de cela, précisément. De même que l'homme politique qui fait 3 discours publics par semaine, vous comprenez qu'au bout de 2 ans, il n'a plus le trac. Donc, la pratique est une clé, évidemment. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je passe mon oral dans 3 jours, j'ai pas le temps de pratiquer. C'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez cependant déjà commencer à vous entraîner. Je pense que vous avez commencé il y a d'ailleurs un certain temps, puisque vous approchez d'un événement important. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Faites cet oral devant tout le public que vous pourrez. Vous pouvez parfaitement prendre la parole dans un café, par exemple. Vous expliquez aux gens qui sont là que vous allez faire un discours, que vous préparez votre oral de l'ENA. Vous allez vaincre ainsi votre trac, parce que ce sera aussi difficile à faire que devant le grand jury. Vous pouvez monter sur un tabouret dans une rue et le faire devant des passants. Pourquoi pas? Personne ne vous l'interdit, il n'y a pas de loi qui vous l'empêche. Donc si vous avez peur de ce genre d'événement, n'hésitez pas à vous entraîner en situation relativement bénigne. Vous ne risquez rien. Et donc votre entraînement, vous pouvez le faire sous diverses formes. Vous pouvez le faire devant des amis, devant des proches, devant des inconnus que vous pouvez trouver à peu près n'importe où. Vous pouvez contacter des gens par Skype et puis leur proposer de faire cet oral et de leur demander ce qu'ils en pensent. Autrement dit, l'angoisse du discours vient essentiellement chez les gens qui n'en ont pas suffisamment l'habitude. Vous avez peur du discours, vous avez peur de faire un discours, c'est normal. Vous n'en avez pas fait suffisamment. C'est tout à fait normal. Les situations de stress sont toujours liées au fait que la personne est confrontée à une situation qu'elle ne connaît pas. Dès lors que vous allez connaître cette situation par cœur, il n'y aura plus de problème. Vous pouvez prendre l'exemple aussi de la personne qui se retrouve dans une grotte qui est en train de se faire inonder par l'eau. Et donc la panique lui prend, une angoisse extrêmement forte, la panique de mourir noyé. Et puis survient un sauveteur qui a l'habitude et qui fait ça chaque semaine et qui vient chercher des gens qui sont coincés dans cette grotte chaque semaine et qui retire cette personne sans difficulté. Et bien ce sauveteur, il n'a aucun trac, aucune angoisse puisqu'il fait ça chaque semaine. Voilà, c'est très simple. Et donc, reprenons les choses depuis le début. L'angoisse du discours est une angoisse extrêmement ancienne dans l'humanité. Depuis la plus haute antiquité, il y a des gens qui font des discours sur le parvis des temples, s'adressant à leur peuple pour migrer, parce qu'il y avait davantage de nomadisme jadis.
on devait changer d'endroit, donc on s'adressait à la foule, où il y avait des adversaires, des ennemis, des concurrents. Et puis parfois il y avait des mauvaises nouvelles annoncées. Alors ça existe depuis toujours. Il y a des discours à faire depuis tout le temps, au Moyen-Âge, à la Renaissance. Tout le temps il y a eu la nécessité de s'exprimer devant un public, et pas seulement chez les princes, chez les rois ou chez les chefs de guerre. Ça a toujours existé. Ça existait chez Abraham, ça existait chez Moïse, ça existait chez Socrate, Averroès ou César ou Vercingétorix, vous l'imaginez bien. Et ça existe encore de nos jours lorsqu'il faut faire un discours inaugural au moment de son intronisation à l'Académie française, ou lorsqu'on crée un parti politique, quand vous faites l'inauguration de la filiale d'une nouvelle entreprise, le chef d'entreprise il est tenu de faire un speech. Donc il y a toujours, ça existe toujours et ça existera toujours, tant qu'il y aura du monde. Il y avait un très bon film qui en parlait, qui s'appelait Le discours d'un roi, qui est l'histoire de Georges VI, et qui avait d'énormes difficultés à s'exprimer, qui bafouillait beaucoup, et qui a dû travailler ça, et qui a fini par y arriver. D'après ce que raconte le film, je n'ai pas lu la biographie complète de ce roi, mais en tout cas, le film est très intéressant. Le combat contre une parole maladroite, malhabile, c'est un travail qui prend un certain temps. C'est plus ou moins rapide, les résultats sont plus ou moins rapides, en fonction bien sûr des disponibilités de la personne et de la qualité de la méthode employée. Alors il est certain que cet exemple est extrême. Une personne qui est complètement bloquée, terrorisée par rapport à son discours, c'est tout de même assez rare. En général, l'angoisse du discours vous empêche de dormir la veille, alors qu'il faudrait que vous soyez en parfaite forme. Et donc c'est très handicapant, parce qu'évidemment vous serez moins performant. Il faut donc arriver à se désangoisser pour bien aborder cet événement. Donc la pratique est déjà une première piste, et c'est la piste essentielle. Répétez, répétez, répétez. Répétez devant des publics différents, variés. Vous allez voir que ça va diminuer très largement la première fois de 50%, la deuxième fois de encore 50%, et ainsi de suite. Donc vous allez réduire énormément la pression en prenant l'habitude de faire ce discours ou ces discours devant un public inconnu si possible. Alors évidemment, l'une des difficultés très embêtante pour la personne qui est angoissée à cause du discours, c'est que dès lors qu'elle est angoissée, eh bien, elle va être beaucoup plus maladroite, beaucoup moins convaincante. Elle qui d'habitude est douée pour ça, on lui a toujours dit, il faut que tu fasses de la politique, il faut que tu fasses du théâtre. Bon, eh bien, ce jour-là, elle est particulièrement maladroite, ça se voit, elle bégaye, elle hésite, elle s'embrouille dans ses idées, elle a des trous de mémoire. Alors c'est la catastrophe. En tout cas, on redoute cette catastrophe. Et ce qu'on ressent juste avant d'y aller, c'est de ne pas y aller. C'est l'envie de ne pas y aller. C'est l'envie que ce soit reporté, qu'il y ait une panne, que ce soit ajourné. C'est assez intéressant parce que alors je connais bien cette situation. Pour être passé au journal de 20h, par exemple, la première fois que ça vous arrive, vous avez l'impression que la vue baisse en périphérie, très nettement, et que vous ne voyez plus que le journaliste sur le plateau qui vous parle. Tout le reste étant dans le noir, ou alors dans une illumination, parce que vous avez en plus les spots sur le plateau, et donc vous ne voyez pas bien ce qui se passe, vous ne voyez pas très bien ce qui se passe en dehors du plateau. Et puis, il y a une sorte d'hyperconcentration sur un propos qui tourne en boucle dans votre esprit et qui peut vous amener à ne pas bien entendre la question. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais en revanche, je me suis rendu compte de ce phénomène en m'apercevant qu'après l'émission, en m'apercevant après l'émission, que je n'avais pas dit tout ce que j'aurais voulu dire, ou que je n'avais pas bien réagi sur une question. Et c'est à ce moment-là que, vous voyez, ça se décoince l'esprit. On se dit, mais c'est Dieu, il m'a dit telle chose, j'aurais dû répondre telle autre chose. Et ça, c'est très fréquent, parce qu'on est, sous stress, en fait. Et le cerveau ne dispose pas de toutes ses facultés. C'est pourquoi il est très important de se préparer à l'avance. Plus vous vous préparez, moins vous serez stressé, plus évidemment vous aurez cette adresse. Ce qui se passe également, c'est qu'en plus de perdre un certain nombre de sens, comme ça, l'élocution est moins bonne, on est moins bien compris, on parle moins clairement, on bafouille, on parle trop vite, et c'est évidemment extrêmement ennuyeux pour le public qu'on vise.
Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait travailler son discours. Alors, discours, encore une fois, vous pouvez être un comédien, donc c'est votre texte que vous devez connaître par cœur. C'est un texte, un speech que vous avez appris ou que vous allez dire avec un prompteur si vous êtes un politique. Le texte pour entrer à l'académie, que vous avez préparé des nuits durant, extrêmement précis, au mot près. Alors, il faudra le répéter. Je vous ai dit, il faut le répéter devant divers publics. Mais attention, vous n'avez pas forcément intérêt à trop le répéter, parce qu'en le répétant trop, vous allez perdre votre fraîcheur. À force de trop bien connaître le texte, eh bien, vous ne serez plus aussi intéressé par ce que vous allez dire. Or, il y a des choses dans votre texte qui méritent qu'on s'y arrête. Et il y a un grand problème dans tout ce qui est art de la rhétorique, c'est de passer trop vite pour la personne qui vous écoute. Elle a besoin que vous alliez lentement. Ce que je suis en train de faire, par exemple, en train de faire cette vidéo, je suis en train de vous l'improviser. Et donc je fais davantage attention à ce que je dis que si je lisais un texte. Je m'appuie sur des notes que j'ai là sur un écran, en face de moi, mais je lis mes notes en les improvisant, en redéveloppant les idées. Ça me donne davantage de fraîcheur que si je ne faisais que lire. Par conséquent, votre texte, votre speech, votre discours, vous avez intérêt à le conserver, alors sauf si évidemment c'est le cas au théâtre, vous devez le connaître par cœur. Mais attention à ne pas trop le dire, pas plus qu'un discours ou un speech, à cause de ça, parce que vous allez perdre de la fraîcheur. Vous avez intérêt à dire autre chose. De façon, si vous êtes devant un autre public, vous vous entraînez, vous dites autre chose, ou des idées adjacentes, d'autres développements, de façon à conserver votre texte original. Donc vous travaillez la technique, et pas forcément le texte. Dans le cas du comédien, vous savez que vous devez être dans l'intention, le sentiment du personnage que vous interprétez. Si vous êtes un politique, vous devez être dans le sentiment de la personne qui reçoit votre discours. Vous parlez du chômage, c'est dramatique. Et donc, attention au sentiment que vous y mettez. Si vous êtes trop léger en parlant du chômage, les gens vont se dire, voilà encore un bureaucrate qui ne sait pas de quoi il parle, parce que moi je suis passé par le chômage et c'est une souffrance terrible. Donc, il faut arriver à se plonger dans ce sentiment suffisamment, de façon à ce que les gens sentent que vous êtes touché, réellement. Et pas seulement, vous avez pris une mine de gravité, comme le font les politiques. Le chômage, c'est dramatique. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc il faut arriver à travailler ça en profondeur. Donc prenez le temps. On a le droit d'être relativement lent. On n'a pas le droit d'être trop rapide. Être relativement lent n'est pas mauvais. S'il y a avec ça de vrais sentiments qui se ressentent, c'est excellent. Il vaut mieux dire la moitié d'un texte que le texte en intégralité si la moitié est très riche et pleine de vrais sentiments. Évidemment, au théâtre, vous ne pouvez pas arrêter votre pièce au milieu, au troisième acte, mais vous pouvez aller un peu plus lentement. Donc l'intensité du sentiment doit être préservée. Donc attention à ne pas trop travailler le texte, à travailler votre technique d'élocution, mais ne pas trop travailler le texte en lui-même, les mots en lui-même, parce qu'au bout d'un moment, ça devient... vous perdez toutes les premières idées que vous avez eues, c'est trop pensé, c'est trop réfléchi, et ça devient inaudible. Et je connais bien à nouveau ce phénomène, puisque j'ai fait du théâtre. Et il m'est arrivé d'avoir de très très bonnes prestations lors de premières répétitions, et de perdre les premières qualités de ces interprétations au fur et à mesure des répétitions. Plus je répétais, moins j'étais bon. Donc il faut reprendre complètement à zéro et retrouver la fraîcheur première du texte et se poser des questions. Quels sont les sentiments essentiels? Quel est l'enjeu de la scène? Quel est l'enjeu? L'enjeu est un mot extrêmement important pour avoir une bonne efficacité quand on fait un discours. Quel est l'enjeu de ce que vous racontez? Voilà, donc attachez-vous bien à l'idée de fond parce que les mots seront seconds. Alors l'Académie française c'est un peu particulier parce qu'on joue beaucoup avec les mots et qu'on doit montrer une certaine virtuosité dans la manipulation de la syntaxe, mais gardez le fond quand même, parce que l'être humain il s'intéresse davantage au fond qu'à la forme. Et ça ne changera pas. Donc ce premier travail pour vaincre l'angoisse du discours, il est là. Vous allez voir dans l'article, il y a un lien vers un autre article qui s'appelle « Comment vaincre l'angoisse d'être incompris » qui est très proche de celui-ci
et qui est très intéressant parce qu'il vous donne également des pistes pour éviter ce décalage entre un excellent discours et le fait de ne pas être compris du tout. Ce qui est, je le répète, le mal constant chez les politiques. Ils ne sont pas compris parce qu'ils manquent de sincérité, ils manquent de vécu. Et ils ne pourront pas échanger grand-chose, en fait, à moins d'être de très bons comédiens. Mais il est évident que quelqu'un qui a été énarque toute sa vie, qui a travaillé dans une banque ou qui a fait de la politique toute sa vie, ne sait pas du tout ce que peut être privé de revenus, avoir faim, avoir l'angoisse de retrouver un travail, etc. Ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, ils ne sont pas pertinents. Et évidemment, pour résoudre le problème, il faudrait que tous les hommes politiques passent par les métiers et passent par tout ça. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait apprendre aux politiques, enfin les forcer au cours de leurs études à passer par le bateau d'un marin pêcheur, par la vigne qu'il faut décavaillonner, par la gestion du bétail, par une ferme, etc. etc. Bon, et puis par des métiers. Il faudrait qu'ils fassent qu'ils fassent les infirmiers en banlieue, etc. Bon, ça leur apprendrait des choses. Et puis, il faudrait qu'ils manquent d'argent, il faudrait qu'on leur coupe les vivres pendant un certain temps pour qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls et qu'ils n'oublient pas ce que ça peut être, que cette angoisse, qui est une autre angoisse, qui est l'angoisse du manque d'argent, la privation de moyens, la perte de l'emploi, la pression sociale, la pression de l'employeur, etc., etc. Des choses qu'ils ne connaissent pas suffisamment. Mais c'est pas le sujet, hein. C'est pas ici qu'on va refaire le monde. Mais en tout cas, il est évident que la puissance d'un orateur est liée énormément à la manière dont il vit et ressent les choses. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc dans votre discours, dans votre angoisse, vous pouvez très bien puiser une sincérité qui est liée à votre angoisse, parce que vous éprouvez réellement cette angoisse, et donc ça, c'est une richesse dont vous pouvez vous servir. Il y a des gens qui commencent un discours de manière extrêmement stressée, ils ont du mal à articuler au début, et puis petit à petit ils s'envolent, ils décollent comme un moteur au diesel, si vous voulez. Ça démarre lentement, mais ça finit par venir. Et le fait qu'ils soient passés par ça au début rend les choses très émouvantes, parce qu'ils sont stressés, on le sent, ils sont humains. Les gens, le public se sent proche d'eux, parce que justement c'est pas des professionnels de la parlotte. Ils ont du mal, et de ce fait ça les rend attachants. Et ensuite, ceci sert leur discours. Alors, il faut vous dire, quand on est angoissé comme ça du discours, on se dit on ne va pas y survivre, etc. Eh bien, rassurez-vous, on y survit toujours. On ne meurt pas. C'est un passage qui est certes difficile, mais surtout après. Ensuite, on est soulagé parce qu'évidemment, on a réussi à le faire. Ça, c'est quand même pas trop mal passé. On n'en est pas mort. On a réussi à faire ce que font tant de célébrités, d'hommes politiques, etc. On a passé ce cap. Ce discours est fait et on est fier de soi. Et ça change énormément la donne. On sait qu'on va pouvoir le refaire. Alors peut-être qu'on a été un peu figé, un peu artificiel, pas aussi à l'aise que d'habitude, c'est évident, et c'est normal, mais ça va s'arranger. Du moins on l'espère. Si on le fait, si on s'entraîne et qu'on travaille correctement les choses, ça va s'arranger. En revanche, ça ne s'arrangera pas si on ne travaille pas les bons points et les mauvais. Et si on reste sur une tonalité de réussite sans essayer d'aller plus loin. Si on reste sur la tonalité de l'échec ou de la réussite, on risque de se planter la fois suivante. Donc il ne faut pas s'arrêter là. Une fois qu'on a franchi ce cap, il faut se préparer pour la fois suivante. Si, bien sûr, vous êtes amené à avoir d'autres fois cette expérience. Mais de manière générale, je pense, et nous pensons avec Diane, qu'il est bon de se préparer à faire à nouveau des discours, s'entraîner, parce que c'est un outil, le discours est un excellent outil contre l'angoisse, contre toutes les angoisses. Le fait de s'exprimer en public est très bon pour soi-même, mais c'est très bon aussi pour vaincre des angoisses très profondes, parce que ça désinhibe des craintes, des inhibitions qu'on a au plus profond de nous. Par rapport à la manière dont on se voit, la manière dont nous sommes convaincus que les gens nous voient. Donc réussir ça, c'est une excellente chose. La vidéo est un excellent moyen aussi. Vous pouvez très bien vous filmer. Et le fait de vous voir, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, faites-le et refaites-le, va énormément vous aider à supprimer des petits travers que vous pouvez avoir lorsque vous parlez. Alors donc, on a le sentiment que ça s'est quand même pas si mal passé, mais on a des réactions qui nous disent que ça n'a pas été forcément aussi bien que ce qu'on aurait voulu. Et donc, de là, eh bien, à la fois suivante, on risque de retomber dans l'angoisse.
on se dit qu'on n'y arrivera pas, que la première fois ça s'est mal passé, ou ça s'est pas suffisamment bien passé, et donc l'angoisse revient. Mais c'est pas tout à fait la même. C'est plus tout à fait la même. Et par conséquent, cette nouvelle angoisse, qui nous paraît être la même, parce qu'on se dit, bon, j'ai fait un discours, j'étais angoissé, voici un autre discours, et je suis à nouveau angoissé, c'est la même angoisse. Mais en fait, c'est pas tout à fait la même. La première fois, on a eu une angoisse du discours, et maintenant, on a l'angoisse de rater quelque chose qu'on pense avoir raté la première fois. Et donc, c'est l'angoisse du ratage. C'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est l'angoisse de l'épreuve qui va se renouveler. Donc, on va avoir un ensemble de techniques que je vais vous exposer maintenant pour éviter que se développe une nouvelle angoisse sur la base de la première. Alors, vous savez bien que dans le monde des angoissés, c'est très fréquent qu'une angoisse se nourrisse d'une autre. On démarre sur une angoisse, les angoisses de l'enfance, et puis on arrive à d'autres angoisses au fur et à mesure de l'existence. Donc, pour rompre cette évolution d'une angoisse à l'autre, il est fondamental de connaître un certain nombre de trucs. Alors voyons maintenant les solutions pratiques. Donc, sur ce site, on voit évidemment comment vaincre les angoisses, en particulier l'angoisse du discours, qui est une angoisse conditionnelle. Une angoisse conditionnelle, vous savez bien ce que c'est. Là, il y a un discours à faire, donc mon angoisse est liée à cette circonstance qui est le discours que j'ai à faire. Si j'enlève cette circonstance, si j'ai plus de discours à faire, l'angoisse disparaît. D'accord ? Donc ça, c'est une angoisse conditionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est permanent en moi. Ce n'est pas une angoisse physiologique. Alors, je vous donne quelques trucs accessibles. Là, nous avons essayé de condenser, de mettre toutes les techniques qui peuvent vous aider. On a essayé d'être exhaustif. Si nous en découvrons d'autres, et si vous en avez vous-même que vous pouvez partager, on les mettra. Donc, ce que nous voulons, c'est être vraiment le plus exhaustif possible, de façon à ce que cet article soit référent toutes les solutions pratiques contre l'angoisse du discours. C'est ça qui nous intéresse, c'est d'avoir des réponses exhaustives. Comme ça, vous trouvez à tous les coups ce qui peut vous aider. Alors, outre ce que nous avons dit déjà, la préparation physique, qui est absolument cruciale. Si vous êtes épuisé, le trac va augmenter. Et donc, il est crucial pour vous que vous vous reposiez au maximum avant cette période où vous allez faire un ou plusieurs discours. Pour se reposer, vous savez ce que vous devez faire. Moins de stress, beaucoup plus de sommeil, un sommeil qui commence plus tôt dans la soirée. Plus de lecture, moins d'écran, moins d'agitation, moins de conflits. Prenez du champ, prenez de l'espace, etc. Bon, ça c'est une chose dont nous parlons par ailleurs, évidemment, mais pensez-y. Il faut que vous soyez reposé, serein. Quelqu'un qui est serein et en forme est beaucoup plus séduisant et agréable et convaincant. Si vous ne pouvez pas vous reposer, supposons que vous êtes un grand chirurgien, vous avez fait une quinzaine de jours avec des opérations permanentes, vous avez très peu dormi, et que vous devez quand même faire un discours, un séminaire international. Dans ce cas-là, ralentissez votre débit. Exploitez cette fatigue comme étant un état spécifique qui réclame de l'attention, de la bienveillance. Et donc, amenez l'auditeur à être plus à l'écoute, en employant plus de douceur. Ou au contraire, si telle est votre volonté, rassemblez vos forces et choisissez un registre énergique. C'est un peu l'énergie du désespoir. Quand on est fatigué, l'énergie devient un peu l'énergie du désespoir. Je suis épuisé, mais j'ai une colère à vous exprimer ou j'ai quelque chose de très important à vous dire. Voilà, donc ça c'est un registre à choisir, mais faites-le consciemment. Choisissez d'emblée. Alors vous pouvez jouer sur les deux, évidemment, au cours d'un même discours, ou sur plusieurs, mais essayez. Donc si vous êtes crevé, si vous ne pouvez pas être très énergique, utilisez un mode davantage de douceur. Et si vous arrivez à trouver l'énergie, vous pouvez très bien utiliser ce que j'appelle l'énergie du désespoir, mais c'est pas forcément juste, mais vous voyez ce que je veux dire. Une énergie de quelqu'un qui est épuisé, mais qui se bat quand même jusqu'au bout pour dire ce qu'il a à dire. Alors, il y a bien sûr un truc central que nous vous révélons dans l'accompagnement et qui est l'arme numéro 1 contre toutes les angoisses, spécifiquement l'angoisse du discours. Donc, je ne vous en parle pas ici, je vous en parle dans l'accompagnement, Diane vous en parle également, mais outre cela, vous avez des trucs que vous pouvez trouver relativement facilement, ou pas, et que je vous donne maintenant. Donc, avant le fameux jour de l'événement, donc vous travaillez à maîtriser votre sujet
votre texte de façon à ne pas être piégé. Vous devez absolument savoir votre texte par cœur dans le cas des comédiens. Par cœur, c'est vraiment par cœur. Alors, il y a des techniques pour l'apprentissage par cœur. On pourra vous en parler si vous voulez, mais nous ne les développerons pas ici. Il y a des moyens d'apprendre par cœur n'importe quel texte. Moyen absolument imparable. Ça prend du temps parfois, mais ça marche à tous les coups. Donc, il faut les connaître. Ça, c'est le B à bas quand on est comédien. Il n'est pas question d'avoir un trou. Et si vous avez un trou, il faut que vous ayez des partenaires qui soient prêts à vous remettre sur la piste. Si c'est un discours, un texte, un speech, eh bien vous êtes censé savoir de quoi vous parlez. Ne parlez pas de choses dont vous n'êtes pas sûr. Ou vous dites, je ne connais pas le sujet. N'ayez pas peur de dire aux gens, c'est un sujet que je ne maîtrise pas et donc je n'en parlerai pas. Les gens aiment bien ça. Vous parlez des choses que vous connaissez très bien. Vous creusez la question et vous ne survolez pas. Il faut éviter de faire comme tant de ces politiques qui sortent des âneries absolument gigantesques et qui sont la risée du public. Comme de dire par exemple, ben oui, le coût du carburant augmente, ben vous n'avez qu'à prendre une trottinette. On a entendu une ministre dire ça. Il faut vraiment être abruti au dernier degré pour dire des choses pareilles quand on a un métier dont les revenus sont fondés sur la parole, sur le langage, sur le discours. On ne dit pas des années pareilles, parce qu'évidemment les gens sont fous de rage. Les gens qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler, ils ne vont pas apprécier, si vous voulez. 25 km en trottinette tous les matins, c'est pas possible. Bon. Et ça, c'est l'idiotie achevée, si vous voulez. Bon. Mais il y a des gens qui en arrivent à ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas préparé leur discours. Et ils n'ont qu'une angoisse, ils y vont franco, il n'y a pas de problème. Mais il vaudrait mieux être un peu angoissé, avoir un peu de stress et réfléchir avant de dire des âneries pareilles que de les dire, évidemment. Donc on ne s'exprime pas si on ne sait pas ou si on n'est pas sûr de soi. Il vaut mieux ne rien dire. Si vous ne savez pas du tout ce que vous allez dire, vous n'y allez pas, vous ne faites pas votre discours. Si vous ne savez pas, c'est inutile. Vous pouvez parfaitement refuser d'y aller, personne ne vous oblige. Vous n'y allez pas, vous ne faites pas ce discours, c'est tout. On vous demande de faire un discours au moment du décès de l'arrière-grand-oncle dont vous ne connaissez absolument rien, ou avec qui vous n'aviez pas du tout d'atome crochu, vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous ne faites pas de discours. Ou alors vous faites un discours extrêmement ténu et dans lequel il n'y aura pratiquement rien. Voilà. Vous pouvez parfaitement abréger sur les points qui vous paraissent inconnus ou sur lesquels vous ne voulez pas vous aventurer. Ensuite, connaissez les articulations de votre topo. Vous devez impérativement connaître le fil conducteur de votre discours et maîtriser l'enjeu principal. Quel est l'enjeu principal? Les 2 ou 3 enjeux principaux s'il y en a plusieurs. Écrivez ce scénario. Ça prend 3-4 lignes et vous devez le savoir par cœur. Ça, vous devez le connaître. Parce que les journalistes ou des gens vont vous demander mais de quoi vous allez nous parler. Ça, c'est très fréquent qu'un politique se présente à un congrès et juste avant, il y a un journaliste qui est un peu pressé, il n'a pas envie d'assister à tout congrès. Pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi vous allez parler? Et beaucoup d'entre eux de ces politiques se retrouvent gênés parce qu'ils n'ont pas réfléchi à la question. Quel est le pitch de ce que vous allez dire? Très important dans un certain nombre de cas, en particulier pour le grand oral, alors pour le grand oral, non, je dis une bêtise, puisque le grand oral, le sujet vous est présenté en dernière minute. Mais pour certains oraux que vous devez faire, vous devez impérativement connaître le pitch, le scénario, le plus condensé possible. Troisième élément, filmez-vous. N'hésitez pas à vous filmer. Prenez une caméra et vous filmez et vous analysez votre manière d'exprimer votre discours et regardez bien les failles. Présentez éventuellement la vidéo à quelqu'un d'autre pour lui demander s'il a bien capté telle ou telle attention. Ne le faites pas qu'une fois, la vidéo, il faut la faire 10 fois. Une fois, c'est pas suffisant. La première fois, on se déteste, on trouve ça catastrophique, on ne veut pas le refaire. Il faut le refaire. Répétez donc votre prestation devant des amis, et puis des gens qui ne sont pas des proches, les deux. Donc vous commencez par des proches éventuellement, ensuite des gens moins proches. Ne vous arrêtez pas aux critiques ou aux appréciations flatteuses de vos proches, parce que ça n'est pas suffisant. Et de manière générale, évitez votre femme ou votre mari dont la réaction est prévisible et qui ne vous aidera pas beaucoup. Sauf si votre mari ou votre épouse a toujours été de très très bons conseils et vraiment très bien pour ça, entendu. Mais c'est assez rare en général. Ce que vous allez entendre ne sera pas forcément ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est à voir.
Et puis le jour même. Alors maintenant, on arrive au jour même. Dans ce cas-là, ne vous isolez pas. Très souvent, avant de faire un discours, on s'isole, on se met à l'écart. C'est bien de rassembler ses forces, de méditer, de se préparer, mais pas si vous êtes dans l'angoisse. Si vous êtes dans l'angoisse, évitez de faire ça parce que ça ne peut faire que surgir vos démons et vos craintes. Dans ces cas-là, il vaut mieux avoir un train de vie normal, discuter avec des amis, être le plus relax possible, parler d'autre chose. Bien évidemment, vous évitez les gens avec qui vous ne vous entendez pas, évitez les conflits, évitez les agressions, évitez les remarques désagréables. Parce que là, vous écartez de ces gens-là, vous vous isolez d'eux, et si vous ne pouvez pas vous isoler physiquement, eh bien vous prenez un casque, vous écoutez de la musique, vous prenez un bouquin, mais attention à ne pas rentrer dans un conflit juste avant votre prestation. La musique peut vous aider énormément pour votre discours. Il est pas mal d'écouter de la musique que vous aimez, juste avant votre discours. Ça vous détend et ça vous met en bonne condition pour affronter le public. Ayez un regard très présent. Dominez votre public avec un regard qui parcourt la foule. Vous regardez les personnes les unes après les autres. Ne fuyez pas, n'ayez pas un regard qui fuit toujours ailleurs. N'ayez pas peur de regarder les gens. Pas tout le temps, pas les fixer comme un tueur en série ou un psychopathe, si vous voulez, mais vous regardez les gens les uns après les autres. Et puis vous pouvez vous raccrocher à certaines personnes qui adhèrent bien à votre discours, qui sont un encouragement. Si vous avez quelqu'un qui fait non de la tête et n'a pas l'air d'accord avec vous, c'est pas la peine d'essayer de le convaincre en le regardant dans les yeux. Rapprochez-vous de gens qui, au contraire, semblent bienveillants vis-à-vis de ce que vous dites. Souriez si le discours s'y prête. Alors, c'est important de paraître suffisamment à l'aise, de savoir sourire, d'être suffisamment décontracté autant que possible. Le sourire vous y aide, de façon à ne pas laisser l'impression de quelqu'un qui est traqué, qui a peur. Sachez faire des silences. Un silence long, c'est très bien, parce que ça arrête tout le monde. Les gens qui sont sur leur téléphone, qui sont ailleurs en train de discuter, ou qui sont vraiment dans leur pensée, un silence, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a un incident. Pour un comédien, c'est très bon aussi. On ne s'en sert pas assez, donc vous pouvez parfaitement vous arrêter. Et reprendre votre discours. L'impact est excellent, en général ça marche très très bien. Employer des questions, poser des questions au public, amener du mystère. Je ne peux pas vous dire tout de suite ce que j'ai en tête, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Bon, ça c'est bien parce que ça permet aux gens de raccrocher sur une pensée plus tard et de maintenir une concentration de l'auditeur. Ça me permet de vous inviter à poser des questions que vous résoudrez en fin de speech. Donc je vous dirai tout à l'heure, je vous expliquerai en fin de discours pourquoi telle ou telle chose. Je vous donnerai un truc tout à l'heure qui va vous permettre de blablabla. Donc ça ne vaut pas quand vous avez un texte appris par cœur dans le cadre du théâtre par exemple, mais dans le cadre d'un discours, vous pourrez très bien. Vous verrez en fin de discours, je vais vous donner un truc qui va vous permettre de... Donc ça c'est bien. Sachez accompagner votre texte avec les bons mouvements du corps, mais pas trop, parce que la mode est vraiment de faire beaucoup de gestes, puis voilà, comme ça, d'envahir l'espace. Et finalement, c'est pas très rassurant pour le public. Donc évitez de trop occuper l'espace. Attention, si vous faites des vidéos, attention à ne pas avoir vos mains en premier plan, parce que c'est évidemment gênant. Avoir des choses qui bougent devant l'écran, c'est pas très bon. Une certaine retenue, mais un mouvement du corps, des mouvements du corps qui soient justes. Il ne faut pas être trop figé, parce qu'évidemment c'est ennuyeux. Il ne faut pas trop bouger, mais des bons mouvements du corps. Ça, c'est à doser. Évidemment, si vous allez faire un discours devant une foule italienne en délire à Naples, eh bien, il faudra être plus expressif. Si vous faites un discours devant un club scandinave, vous aurez intérêt à être très retenu et faire attention à ne pas bouger trop les mains, parce que les Scandinaves n'aiment pas beaucoup les gens qui s'agitent. Donc, vous adaptez à votre public. Si vous êtes en France, un entre-deux est bien, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. C'est pas trop figé, mais c'est pas la peine non plus de faire trop démonstratif. Rappelez-vous sur ce chapitre que certaines personnes sont vraiment fascinantes en bougeant très très peu. Donc vous ne gagnerez pas forcément en bougeant beaucoup. Vous pouvez avoir un geste qui est un geste précis et qui va retenir l'attention des gens. Vous désignez quelque chose avec le bras, avec le doigt, par exemple.
Si dans l'ensemble de votre prestation, vous ne bougez pas beaucoup, ça peut être très marquant. Donc ça, c'est à vous de jouer avec votre personnalité. Si vous êtes plutôt agité, évidemment, si vous bougez beaucoup, eh bien, vous adapterez votre discours et votre langage corporel à votre tempérament, et ainsi de suite. Ne surjouez pas, n'en faites pas trop. En faire trop est toujours nocif. Toujours. Il vaut mieux être légèrement en deçà que trop. Trop, ça se voit. Pas trop surjouer. Mais rappelez-vous que la vidéo, les caméras font baisser l'intensité de 50%. Et c'est pour ça qu'au cinéma, on demande aux acteurs d'en faire un peu plus que dans la réalité. Au théâtre aussi. Au théâtre, il y a la distance. Les gens sont à 25 mètres de vous, il faut qu'ils vous entendent, donc déjà vous parlez plus fort. Mais aussi, ils vous voient moins bien. Donc il faut qu'ils ressentent quand même. Donc vous avez tendance à davantage avoir des expressions de surprise, d'étonnement, de terreur. C'est toujours un peu surjoué, mais c'est exprès, parce qu'il y a le filtre de la distance ou de la caméra. La caméra, c'est un filtre assez puissant. Donc, sachez compenser. Mais attention à ne pas surjouer. Surtout si vous êtes dans l'émotion. Parce que si vous êtes un politique, vous faites un discours sur l'émotion. Si vous êtes à l'ENA, si vous êtes devant une grande école, devant un jury, en faire des tonnes, ça va déplaire. Parce que ce sont des milieux, les jurys sont des milieux relativement snobs qui aiment une certaine retenue affectée. Donc ils aiment une sobriété de façade en tout cas. Ils ne veulent pas que les gens se mettent trop en valeur. Et puis, alors en revanche, à l'Académie française, alors j'ai passé le concours personnellement, pas à l'Académie française, à la Comédie Française, pardon, j'ai pas passé le discours à l'Académie Française, mais à la Comédie Française, j'ai passé le concours. Eh bien, en général, au théâtre, les jurys aiment bien qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Alors attention à l'intensité dans la voix, dans le regard, sans mouvement. Ça déplaît. Le jeu du type très classique, avec tout dans la voix et dans le regard, ça ne marche pas du tout. Donc si vous passez à la Comédie Française, soyez très présent, avec beaucoup de chaleur, et pensez à des déplacements qui soient justes. Ou alors vous les improvisez, mais à condition que votre sentiment soit très juste. N'hésitez pas à conquérir l'espace autour de vous. Ayez conscience que vous allez devoir vous chauffer et que vous allez vous chauffer au fur et à mesure de votre prestation, comme une machine. Le corps humain, c'est comme une machine. Alors, pensez à vous préparer avant la prestation, donc être physiquement prêt. Donc, vous pouvez faire quelques pompes, des fléchissements sur les jambes, bien respirer, bouger les bras, le corps, la nuque, la tête, bien vous préparer. La bouche, évidemment, vous articulez, vous faites des discours, vous avez des exercices comme ça, donc vous articulez bien pour préparer votre bouche. Mais sachez que vous devez savoir à l'avance que vous allez effectivement monter en puissance au fur et à mesure de votre discours. Et puis il y aura une retombée à la fin. Donc il faut le savoir. Donc si vous avez des choses très intenses à dire, eh bien ménagez-les en fonction de ça. Vous pouvez très bien démarrer sur quelque chose de fort pour attirer l'attention. Et ensuite, vous allez reprendre le discours et puis monter jusqu'à un moment où ça va culminer. Puis après, ça retombe très naturellement. N'oubliez pas que l'attention du public, c'est 25 minutes maximum. Après, il y a fatigue. Dans les spectacles de 2 heures, si vous faites du théâtre, il y a des entr'actes, c'est fait pour ça. S'il n'y a pas d'entr'acte, eh bien, il faut dans ce cas-là en rajouter beaucoup, parce qu'après 1 heure, 1 heure et demie, il est évident que les gens commencent à s'endormir et ne tiennent plus. Donc là, il faut être extrêmement surprenant, plein de ressources. Alors maintenant, voyons comment ne pas se laisser enfermer par l'angoisse du discours. C'est assez difficile de ne pas se laisser coincer, comme avec toutes les angoisses. La plupart du temps, il faut essayer de se faire accompagner. Il faut se faire accompagner par des gens qui sont auprès de vous, qui connaissent bien la question, qui peuvent vraiment vous aider, tout en travaillant sur votre forme physique, car votre angoisse est liée énormément à votre forme physique, et vous le savez. Il faut savoir se couper des nouvelles, de certaines nouvelles, un certain nombre de nouvelles. Vous évitez les réseaux sociaux, vous évitez les médias, vous évitez la télévision, la radio. Ce sont les choses qui n'arrangent pas votre situation. Vous évitez les mauvaises mises en garde, du type tu vas te planter, c'est très difficile, oh là là, tu vas te courir de ridicule. Vous oubliez ça, c'est faux. C'est faux, puisqu'il y a un public pour tout de toute façon. Aujourd'hui, les types les plus ridicules trouvent quand même des publics.
Donc vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Vous ne serez pas ridicule dans la mesure où vous vous préparez suffisamment. Ça ira, ça se passera de toute façon dans la mesure où vous vous préparez. Si vous jetez sur une scène sans avoir rien appris, sans un papier en main, c'est sûr que vous risquez le ridicule. Hein, l'improvisation, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais si vous avez préparé un minimum les choses, vous ne serez pas ridicule, c'est une évidence. Et puis, c'est pas la peine non plus d'aller chercher des encouragements du type « T'inquiète pas, tout va bien se passer, tu vas être formidable », parce que ça non plus, ça ne marche pas. Ça ne peut qu'augmenter votre angoisse. Il vaut mieux ne pas parler de cette échéance. Évitez d'en parler. Parlez d'autre chose, travaillez sur autre chose. Il vaut mieux se préparer que d'en parler. Préparez-vous bien, mais n'y pensez pas trop. Ne pensez pas au jour fatal. Il faut se préparer en soi et non pour cette échéance. C'est exactement comme le boxeur. Si vous avez remarqué les boxeurs professionnels, quand ils s'approchent du ring, ils ne regardent pas le ring comme ça, de manière inquiète. Ils sont concentrés, ils font leurs mouvements. Si vous avez remarqué, ils sont très concentrés dans leur préparation. Et donc, ils essaient d'oublier qu'ils vont monter sur le ring. Beaucoup de chanteurs, aussi des chanteurs de haut niveau, c'est la même chose. Ils se préparent, ils sont dans leur loge, ils se préparent. Et ils évitent de penser au moment où ils vont rentrer sur la scène. Et ils rentrent parfois les yeux fermés, ou vous voyez, au dernier moment, ils ouvrent les yeux, ils arrivent sur la scène, mais ils ne se laissent pas envahir par cette angoisse. Vous pouvez parfaitement débarquer sur l'événement d'un moment à l'autre. C'est pas un problème, parce que dès lors que vous allez être face à l'événement, en plein feu, l'angoisse aura disparu complètement. Vous allez en être libéré. La quasi-totalité des cas. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous rentrez dans votre travail, toujours de manière concentrée, et elle va s'effacer. Parce que vous aurez autre chose en tête et vous serez pris par l'événement. Donc vaincre l'angoisse du discours, c'est déjà ne pas y penser, ne pas penser à l'échéance. Vous pourrez voir un article que nous avons fait à ce sujet qui s'appelle « Angoisse, pourquoi ne pas se projeter sur l'obstacle ?» qui est corollaire à ce que je vous dis là. Il faut également dégager dès le départ les éléments essentiels que vous présenterez, nous l'avons dit. Vous revenez dessus, il faut les avoir en tête. Qu'est-ce que vous allez dire? Quels sont les points clés? Et si ces points clés sont forts, sont riches, vous êtes déjà sauvé. Le message, il est là, et les gens vont reconnaître et retenir ce message-là avant tout le reste. Donc les points clés, les trucs sympas qui le rendent accessible, ce sont les choses qui vont laisser une trace. Ce n'est pas votre hésitation, ce n'est pas le fait que vous ayez bafouillé une fois. Les gens vont complètement l'oublier. Voyez, si vous demandez à quelqu'un ce qu'il a pensé de votre discours, personne ne va vous dire à la minute 14, tu as bafouillé. Non, à part peut-être votre fils ou votre fille qui sont toujours très forts pour déceler les petits trucs qui vont vous agacer, mais le public pas. Le public, il va retenir les choses les plus importantes, les grandes masses, si je puis dire, de votre discours. C'est-à-dire les grandes idées, votre prestation générale, et c'est tout. Et les incidents, il va oublier. Et c'est d'ailleurs ce que je dis est tellement vrai qu'une fois, lorsque je suis passé à la télévision, derrière moi, il y a quelqu'un de l'équipe technique qui est passé entre moi et l'écran qui avait derrière moi, donc au journal, à la télévision. Quelqu'un est passé derrière avec, je ne sais pas, il tenait un outil ou un micro, je ne sais pas. Et moi, je ne l'ai pas vu, parce qu'il était juste derrière moi, mais je l'ai vu ensuite en revisionnant. Ils me l'ont dit d'ailleurs, ils me l'ont dit en sortant du plateau. Le patron de la rédaction m'a dit on est désolé, il y a un technicien qui est passé dans votre dos. Honnêtement, je pense que c'était fait exprès pour capter l'attention du public, qu'il détournait de ce que j'étais en train de dire, qui était une chose relativement grave. Il savait que de toute façon je devais dire des choses comme ça, donc on peut supposer que c'était fait exprès parce que c'est quand même. Je veux dire, les gens qui travaillent sur un plateau, ils savent ce qu'ils font, et pour que quelqu'un aille se coller dans le cadre de la caméra, c'est que soit il est complètement saoul, soit c'est voulu. Bon, enfin bref, peu importe. Même si c'est pas fait exprès, il se trouve que lorsque j'ai posé la question aux gens qui ont regardé ensuite, eh bien très peu ont remarqué que ce bonhomme est passé dans mon dos. Et donc en fait, ils se sont beaucoup attachés à ce que j'ai dit, et très peu à cet incident technique. Donc c'est pas très grave. Dernier truc qui tombe sous le sens, préparez votre présentation physique suffisamment à l'avance, vos vêtements, votre tenue, vous préparez ça au moins 3 jours avant l'événement, et surtout pas la veille, parce que c'est la veille qu'on s'aperçoit que sur le costume il y a une tache et qu'il faut l'emmener chez le teinturier, ou alors il vous manque un accessoire et la veille c'est trop tard.
Donc au moins 3 jours. Une semaine avant, vous préparez déjà votre tenue complète. Ça vous permet aussi d'y réfléchir et de voir que dans le discours, il y a peut-être quelque chose qui sera en contradiction avec votre costume ou un accessoire. La couleur du vêtement, ça compte énormément. Vous devez savoir vous habiller, c'est une chose importante. En général, la couleur de votre vêtement doit être celle de vos yeux, ce qui n'est pas le cas chez moi aujourd'hui. Normalement, cette couleur ne me va pas. Donc, en fait, un discours, si vous avez des yeux bleus, mettez quelque chose qui soit plutôt en correspondance avec le bleu, compatible avec le bleu ou bleu, etc. Donc, vous devez connaître, si vous faites du discours, si vous avez l'habitude de faire des discours, vous devez connaître les règles fondamentales sur la présentation personnelle. Et faites-vous aider pour ça. Trouvez sur Internet des conseils. Il y a des gens, les femmes en particulier, sont particulièrement douées pour vous dire quelles sont les couleurs qui vous vont bien. Demandez plusieurs avis et demandez des avis à des gens qui connaissent la question, parce qu'il y a des femmes qui se plantent complètement et qui ont très mauvais goût. Il faut avoir du goût. Donc voilà, ça c'est l'aspect physique, c'est une chose qui compte. Il ne faut pas être ridicule quand on débarque sur un plateau télé, ou un grand oral, ou quand on fait un discours. Attention aussi aux costumes, les costumes à 6 000 € devant un public d'ouvriers, c'est pas génial. C'est pas génial. C'est pas pour autant qu'il faille se mettre en tenue trop décontractée aussi, parce que ça c'est la mode chez certains politiques de venir en tenue complètement décontractée, et en fait ça diminue leur image. Parce que les individus, la personne humaine est sensible à l'habit. Et l'habit fait le moine en réalité. L'habit fait largement le moine. La présentation, c'est absolument crucial. Les gens vous voient sous le costume que vous avez. Donc il est évident, même si ça ne plaît pas, que le costume avec cravate chez l'homme, par exemple, fera toujours plus d'effet qu'une tenue trop décontractée. Alors, il faut faire attention, donc vous pouvez être simple, sobre, j'allais dire aristocratique, sans avoir un truc à 8000 balles qui sent le bling-bling et le gros argent fait sur le dos du contribuable. Parce que votre argent, si vous êtes politique, eh bien, c'est de l'argent que vous avez fait moyennant les contributions et la fiscalité des gens qui vous écoutent. Donc attention, parce que c'est un peu à double tranchant. Donc il faut se présenter bien, mais pas trop ostensible non plus. Voilà pour l'essentiel. Pensez bien évidemment à la voix, au ton de voix. Il faut qu'on puisse vous entendre. Assurez-vous que l'installation audio soit au point. Vérifiez-la à l'avance. Si c'est un grand oral, un discours, un meeting, etc., vous ne pouvez vérifier que quelques instants auparavant, mais en général, il y a un ingénieur du son, quelqu'un qui vous aide. Mais assurez-vous d'être bien entendu, donc vous répartissez des amis dans la salle, de façon à ce qu'on vous entende bien, parce que trop souvent, on a des histoires de gens qui protestent au bout de 3-4 minutes, on ne vous entend pas, etc. Et donc ça perturbe votre discours. Si vous êtes angoissé, ça ne va pas vous arranger, parce qu'en plus, vous aurez cet incident technique qui risque de vous submerger. Donc vous assurez que les choses soient bien faites. Préparez bien le terrain, regardez si vous êtes bien vu, si vous êtes bien éclairé, si on entend bien le son. Occupez-vous de ce genre de détails, ça va vous déstresser, vous désangoisser, parce que vous allez vous concentrer sur des choses. Et vous pouvez vous assurer de l'amitié, ou en tout cas de la complicité d'un technicien. Très souvent, les techniciens sont rassurants, ils connaissent leur boulot et c'est bien d'aller parler un peu avec eux, prendre un café avec eux, parce que ça vous fera un allié qui va s'assurer que la lumière sera bonne, que le son sera bon et que vous serez à votre avantage, qui éventuellement vous amènera un verre d'eau si vous avez soif et qui sera là. Vous pouvez lui dire, vous savez, je suis quelqu'un de très angoissé, est-ce que vous pourriez m'apporter un verre d'eau, je vous ferai un petit signe, ou à un moment donné, quand je commence à avoir la gorge sèche, créer un lien avec quelqu'un qui pourrait vous aider et qui n'est pas de votre staff et qui n'est pas quelqu'un dans le public, et qui n'est pas évidemment un jury. Ça peut être très très bien parce que ça vous permet d'avoir de l'oxygène qui vient par ailleurs. Voilà pour cette question et cette angoisse du discours. Je vous souhaite d'y arriver. Si vous avez des difficultés, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous le dire dans la vidéo, dans le commentaire de la vidéo ci-dessous. Laissez-nous vos trucs également qui nous intéressent et n'hésitez pas à nous poser des questions, nous envoyer des emails pour qu'on puisse vous aider dans votre cas particulier. Voilà, merci pour tout ça et bonne chance dans votre prestation.